1968. Martin Luther King est assassiné. Pierre Elliott Trudeau devient premier ministre du Canada. Mais 1968, c'est surtout l'année des contestations étudiantes qui bouleverse le monde de l'éducation. Ici Pierre Maisonneuve. Bienvenue à Tout le monde en parlait. 1968, j'étais jeune reporter à la radio, mais aussi étudiant à temps partiel. À ce moment-là, l'accès à l'éducation n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Mais les jeunes vivaient une véritable révolution. Ils envahissaient les nouveaux cégeps qui détrônaient les collèges classiques. Nouvelles idées, nouveaux comportements, mais avec une grande incertitude. Il n'y avait pas assez de place dans les universités francophones. Il fallait que ça change. Et à la rentrée de 68, à l'automne, il y a eu un grand coup de tonnerre dans les collèges, dans les universités. La contestation et l'occupation. C'est la vingtaine qui commence. J'ai eu 20 ans à la fin de 66, donc 21, 22 ans, 23 ans. C'était une période fabuleuse, puis en même temps, une période très excitante sur le plan mondial. On se sentait unis par l'âge à la grandeur de la planète. En 1968, Claude Charron étudie à l'Université de Montréal. Il est l'un des leaders de l'UGEC, l'Union générale des étudiants du Québec, qui représente les associations étudiantes des cégeps et des universités. Que ceux qui écrivent l'histoire du Québec devront maintenant compter avec nous. Moi, je venais d'une classe ouvrière, puis évident de la classe ouvrière, j'étais parfaitement conscient que mon père avait été exploité. Et donc, je ne voulais pas que cela se reproduise, ni pour moi, ni pour aucun de ma génération. Évidemment, c'était des vœux pieux, et c'était de l'angélisme peut-être, mais à 20 ans, est-ce que c'est un péché? C'était une révolution culturelle. Hein. C'était une remise en question de l'autorité hiérarchique comme on l'avait connue, c'est-à-dire l'Église et l'État qui déterminaient d'une manière assez fataliste la vie des gens. À mon avis, il est très normal à ce compte-là que 50 à 60 %. Étudiante à l'Université de Montréal, Louise Arel fait également partie des leaders de l'UGEC. Elle est convaincue que sa génération ne doit pas ressembler à celle du début des années 60. Les Canadiens français étaient en état d'infériorisation. Infériorisation économique, politique, linguistique, culturelle, sociale. Enfin, on était en moins dans tout. En effet, au début des années 60, le taux de scolarisation au Québec est inférieur à celui des autres provinces. Une réforme en profondeur s'impose. Le clergé perd son rôle de gestionnaire de l'enseignement. Le ministère de l'Éducation voit le jour en 1964. 3 ans plus tard, les 12 premiers cégeps ouvrent leurs portes. L'entrée massive des filles dans des institutions réservées avant aux garçons se fait dans l'improvisation. Au Cégep Maisonneuve, c'était une direction qui avait été un peu bousculée, je pense. Nous étions rentrés depuis seulement 2 ans à raison de 400 filles d'un coup dans un collège de gars, un collège classique plutôt traditionnel. La sociologue Louise Vandelac est à cette époque l'une des leaders de l'association étudiante du Collège de Maisonneuve à Montréal. Je pense que la société, en général, était dans ce mouvement de changement. Ceci dit, par rapport à ce qu'on nous laissait miroiter et d'autre part les réalités auxquelles on était confrontés, il y avait un tel écart qu'effectivement, ça a servi de détonateur. En 1968, les jeunes Québécois n'ont pas que la réforme de l'éducation post-secondaire en tête. Les jeunes veulent se démarquer des générations précédentes. Ils ont leur propre musique. Ils aiment les mêmes vêtements.
Leurs danses et même leurs drogues sont singulières. C'est un effet qui rejoint celui de l'extase la plupart du temps. Les jeunes Québécois veulent être entendus et ils font connaître leurs opinions sur des dossiers qui les touchent, comme le printemps de Prague ou la guerre du Vietnam. On s'est sentis interpellés. Nos compagnons de notre âge, notre génération qui vivait au sud de la frontière étaient appelés au Vietnam à l'époque. Il y avait beaucoup de sympathie à ce qui se passait sur les campus universitaires américains. Moi, j'ai souvenir que la première manifestation que j'organise, c'est contre l'invasion soviétique à Prague. C'était à ce moment-là en juin, je pense, 68. On l'a déjà annoncé tout à l'heure, je le répète. En France, les étudiants contestent la réforme de l'enseignement supérieur et réclament une amélioration de leurs conditions de vie. En mai 68, ils manifestent intensément et violemment en compagnie de travailleurs qui en ont assez du paternalisme autoritaire. Il y avait une crise d'autorité un peu partout, en fait, dans les sociétés occidentales. Au Québec comme ailleurs, ce sont les jeunes qui contestent l'autorité et réclament le respect. On n'a pas fait ça pour rien, là. Ils nous ont compris, là. On vient de dire ici qu'on entend être respecté pour ce que nous sommes. On est 1 million. On va faire valoir notre poids dans la société québécoise. La situation est sur le point d'exploser. Vous pouvez visiter notre site internet à radiocanada.ca/parler et ne manquez pas le site des archives. Début octobre, on sentait que ça allait exploser. On le sentait. On savait pas comment. Je me souviens d'un samedi soir, et un qui s'appelait Drapeau, qui était président du collège, sont chez moi. Je me suis dit, écoutez, on devrait faire comme en France, l'occupation. Genre ça à la blague, là, il est 1h, 2h du matin. Et je suis resté là. Étudiants qui ont passé l'examen. Gilles Duceppe, qui représente lui aussi l'UJEC, se réunit avec des leaders étudiants du collège Lionel Groulx. Ah, ça, c'est moi, ça. Ils mettent en branle un mouvement dont ils ne mesurent ni l'ampleur, ni les conséquences. J'ai un téléphone des gens de Lionel Groulx. Ils disent, Gilles, oui, c'est fait. Qu'est-ce qui est fait? On occupe. Je dis, pardon. Le 8 octobre, les étudiants du collège Lionel Groulx à Sainte-Thérèse sont les premiers à déclarer la grève générale. Les leaders, ils ont réuni les étudiants puis ont dit voici pourquoi il faut occuper le collège. Ça nous prend des options techniques. Ça nous prend une université parce qu'il n'y aura plus de place à l'Université de Montréal. Donc, c'était un appel à la société et un coup de poing dans la société pour dire « Hey, faites quelque chose et ça urge ». L'objectif de fond de l'occupation est d'abord un problème du débouché des étudiants du secteur professionnel et même du milieu universitaire face au marché du travail. Les jeunes qui venaient d'entrer au cégep se demandaient où ils iraient après avoir obtenu le bac collégial, le DEC, comme on l'appelait. Comment se fait-il que l'occupation, ça a commencé au cégep Lionel Groulx, chez vous? C'est en partie parce qu'il y avait là un leader étudiant qui avait beaucoup de charisme, Denis Drapeau. Et puis, on est venu sortir le directeur général à 5h moins quart, mardi 8 octobre. Ils sont partis en groupe, ils sont allés chercher des directeurs dans leur bureau, puis ils les ont conduits à la porte. En très peu de temps, les étudiants prennent le contrôle de tout le cégep. La cafétéria devient leur quartier général. Tout se passait ici en public, ouvertement. C'est ici que ça bouillait le plus. Il y avait des estrades, là, on faisait des discours continuellement. Ça bougeait d'une table à l'autre. On avait dépêché des gens ici pour saisir les cadenas des frigidaires pour qu'on puisse avoir accès à la nourriture, parce qu'il fallait qu'on mange. Ah oui, ça, ils m'ont mis au courant, c'est qu'il y avait une réserve de nourriture. Alors, ils ont servi des repas à tous ceux qui en voulaient. Ils ont fait... À prix abordable? Oui, gratuitement. Moi, je suis frappé surtout par le fait que les baby boomers arrivaient
au niveau du cégep en 1977, ils arrivaient en très grande quantité. Le mouvement d'occupation fait boule de neige à la grandeur de la province. Le cégep antique est occupé, Athanas-David occupé, Aux-Arts occupé. Les universités emboîtent le pas. En moins de 10 jours, les cours sont interrompus dans près de 70% des cégeps. Il faut s'entendre sur le mot occupation. Occupation, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pas l'occupation qui compte, c'est un temps d'arrêt pour réfléchir, pour étudier ensemble. Lors des occupations de cégep, écoutez, il y avait des diffusions de films tous les soirs, toutes les nuits, il y avait des pièces de théâtre, il y avait des artistes qui venaient faire des spectacles. C'était un feu roulant tout le temps et en même temps avec beaucoup de sérieux. Comment se déroule l'occupation au cégep Maisonneuve? Actuellement, l'occupation se déroule très très bien au cégep Maisonneuve. De plus, pour assurer peut-être l'opinion publique, il n'y a absolument aucun acte de vandalisme, il n'y a aucune promiscuité, comme on a semblé l'annoncer dans certains journaux. J'ai bien changé depuis. À l'époque, j'ai participé à la contestation, à l'occupation à Maisonneuve. À ce moment-là, d'ailleurs, ça bougeait beaucoup plus dans les collèges que dans les universités. À Maisonneuve, on a même poursuivi ça au printemps de 69. Comment ça s'est terminé pour nous? Eh bien, un matin, à l'aube, loin des caméras, mais entre deux rangs de policiers, matraque au poing. Rimouski vient de voter la grève. Chicoutimi fait l'occupation du bâtiment XYZ tout ça, là, on avait l'impression qu'on allait être entendu. Là. On avait un mouvement de force qui était formidable, qui était déclenché. Moi, j'ai vécu ça, cette période-là, comme un rêve. Hein. Le rêve de Claude Charron devient un véritable cauchemar pour le ministre de l'Éducation de l'époque, Jean-Guy Cardinal. Il y a un moment où un semestre a commencé et fort compromis si ces choses continuent. Si cette situation durait trop longtemps, il est évident que le semestre étant compromis, il y aurait lieu de le recommencer. Il y a eu un certain nombre d'étudiants, proportion non négligeable, qui ont accroché au mot et à la chose contestation globale. Mais il est évident qu'il représente une minorité. Il ne faut pas abuser des termes. Bernard Landry, alors fonctionnaire au gouvernement du Québec, devient l'un des plus proches conseillers du ministre de l'Éducation. Puisqu'il a été le président fondateur de l'UJAC, le ministre juge qu'il est sensible à la cause des jeunes. En termes de revendications concrètes, c'était assez mince. C'est une revendication globale qui dépassait de beaucoup la capacité d'un seul gouvernement. Je pense qu'on a été un peu pris de court par cette génération montante, par l'ensemble des transformations qu'il fallait faire au système d'enseignement, et on n'a pas réussi à tout mettre en place à temps. Une société qui n'a pas su prévoir. Alors, l'audace qu'on avait plus tard, c'était de dire, si vous n'avez pas su prévoir, on va s'en occuper, on est prêt à prendre la relève. L'autre revendication importante qui explique ce mouvement d'occupation, ce sont les prêts et bourses. À l'heure actuelle, vous savez qu'il existe deux grands systèmes d'unités. Parce que c'est bien beau d'aller à l'université, mais il faut d'abord avoir de l'argent pour les payer. En plus de ça, il faut payer les livres. Et en plus de ça, il faut aussi vivre. Et puis moi, franchement, je n'avais pas un sou. C'est le retard indu apporté à l'émission des certificats de prêt-bourse aux étudiants. Cette année, le gouvernement avait promis que pour le 15 novembre, les étudiants auraient une réponse quant à savoir combien ils disposeraient cette année de l'aide du gouvernement. Or, le 15 novembre, il n'y a rien eu de tel. En 1966, au moment de la création de l'aide financière aux études, le gouvernement du Québec verse plus de 42 millions de dollars en prêts et bourses. L'année suivante, le budget diminue de 25 %. L'UJAC s'indigne et se demande comment un gouvernement qui veut garantir l'accessibilité à l'éducation peut agir ainsi. Par ailleurs, le mouvement d'occupation s'essouffle. Au bout de 10 jours d'occupation, de grève, ça commençait à s'effilocher dangereusement. Il y a des gens qui disent « Ah oui, là, puis demain, toi, les menaces, que le semestre va être perdu, que vous allez être obligé de revenir une année de plus. » Là, ça gruge le moral des moins convaincus, bien sûr. On était tous conscients que il fallait mettre fin, n'est-ce pas, aux moyens de pression, il fallait mettre fin aux occupations. Et une manière de finir dans un feu d'artifice, c'était cette manifestation.
10 000 jeunes prennent d'assaut les rues de Montréal. On n'avait jamais connu une pareille manifestation étudiante dans le passé. Cette manifestation qui s'est tenue à Montréal, c'était aussi un peu un prix de consolation, vous savez. L'occupation se termine dans la plupart des institutions postsecondaires. Les gains enregistrés par les étudiants sont pratiquement nuls. Les directions décident de prendre des grands moyens pour éviter que l'on occupe les établissements à nouveau. Il va sans dire qu'on est obligé d'imposer aux élèves des directives sévères, directives qui comportent certaines contraintes, certaines sanctions. Parler de sanctions, de quel genre de sanctions s'agit-il? Sanctions sur la présence au cours et sur l'interdiction absolue d'organiser quelque genre d'assemblée que ce soit ou de réunion durant les périodes de cours ou d'enseignement. À l'égard des associations étudiantes, on a été très dur. Il y a certains étudiants qui ont été écartés, les plus véhéments, parce qu'on leur reprochait d'avoir commis des actes de destruction à l'intérieur du collège. Le gouvernement n'était pas d'accord avec l'occupation, bien entendu, mais il n'y a tellement pas exercé de répression que dans le décompte des absences au cours, les jours d'occupation n'ont pas été comptés. C'est ça que vous appelez de la répression? Alors que la plupart des étudiants mettent fin à l'occupation, ceux du collège Lionel Groulx continuent de se battre en désertant les classes. Les professeurs ne peuvent plus enseigner, la direction ne se gêne plus pour intervenir. Notre seul principe, c'était pas de police dans le collège. Parce que ça aurait envenimé les choses? Ou ah quoi? oui, ah oui. Dès que la police paraît, c'est la violence. Alors j'ai dit à un agent de sécurité, videz le collège, en commençant par en haut, ne brusquez personne. Prenez le temps qu'il faut. La direction de Lionel Groulx ferme le collège pendant 6 semaines. Quant à l'école des beaux-arts, elle fait aussi partie des irréductibles. Bernard Landry négocie directement avec les opposants des beaux-arts. Il fait connaître la position de son ministre, qui menace de fermer l'école jusqu'au prochain semestre s'il refuse de retourner en classe. Il faut être cohérent. On ne peut pas dire une école est fermée, n'enseigne pas, puis après ça, on va vous donner des diplômes comme si rien n'était. Là, le ministre de l'Éducation, mon patron, a défendu la qualité des diplômes et la respectabilité d'une faculté. L'UGEC est loin de sortir gagnante de cette période d'occupation. Des tensions internes font surface. L'extrême gauche veut la contrôler, ce qui conduit à sa dissolution en mars 1969. L'échec de tout ce mouvement d'occupation, c'est de ne pas avoir eu suffisamment de réalisme pour dire il faut un gain. Dans la vie, c'est important des gains. C'est ça qui fait qu'on continue. Or, n'en ayant pas eu, en ayant exigé tellement, on a saboté ni plus ni moins qu'une organisation qui était importante. Mars 1969. Le Parti québécois est créé depuis quelques mois. Le nationalisme gagne en popularité. Les manifestations étudiantes se déplacent vers l'université McGill. Plus de 5000 jeunes réclament sa francisation. Il y avait plus d'universités anglophones que francophones au Québec, alors qu'on connaissait les proportions de, grosso modo, 84 16 Il y avait un problème immense. McGill, c'est une université réactionnaire, conservatrice, qui ne sert pas des vrais besoins des peuples québécois. L'institution fondée en 1821 représente le symbole de la domination anglo-saxonne. Les manifestants veulent qu'elle devienne plus accessible aux francophones et qu'elle leur ressemble davantage. C'est un nationalisme qui, dans le fond, c'est une question de libération nationale. Et ce qui fait le plus peur actuellement, c'est que, dans le fond, franciser McGill, c'est le compte à rebours de l'indépendance. C'est la première étape de l'indépendance. Et ce qui fait fondamentalement peur aux Anglais... Je suis surprise, vraiment surprise. De mon culot. Mais je suis contente de moi-même. Mais, comment vous dire, j'espère
je sais qu'il y a vraiment, chez les jeunes femmes, présentement, cette volonté aussi de s'affirmer. Et bon, ben, je suis contente de l'avoir fait. J'ai même envie de dire que le nationalisme, c'est l'idée à la mode actuellement, et c'est l'idée d'avenir dans le Québec. On assiste à une renaissance du nationalisme qui est peut-être pas le même que celui qu'on a déjà connu avec, pour ne nommer qu'un nom, le chanoine Groulx. McGill français est une étape de plus pour forcer le gouvernement à doter Montréal d'une deuxième université francophone. À l'automne 69, l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, ouvre ses portes. Par la suite, c'est au tour du réseau des universités du Québec à travers la province. Imaginons les régions sans l'Université du Québec, l'Abitibi, le Lac-Saint-Jean, le bas du fleuve, en fait. Imaginons-les sans le réseau des cégeps. C'est presque impensable. Les choses ont bien changé. Nous avons maintenant un vaste réseau d'universités francophones au Québec. Les frais de scolarité sont parmi les plus bas en Amérique du Nord. Les pertes, le mouvement étudiant a perdu avec la disparition de l'UGEC. Il ne s'en est jamais vraiment remis. Et pour des leaders étudiants qui ont vécu les événements, ce n'était qu'un début. Claude Charron évolue depuis plusieurs années dans le monde des communications. Louise Arel est députée à l'Assemblée nationale depuis 25 ans. Gilles Duceppe est chef du Bloc québécois au Parlement fédéral. Bernard Landry, premier ministre du Québec de 2001 à 2003, enseigne aujourd'hui à l'Université du Québec à Montréal, tout comme Louise Vandelac, professeure de sociologie. Les fondateurs du PQ, c'était qui, là? C'était ceux qu'on a vus dans la rue avec les pancartes. Quelques années plus tard, prennent leur carte du PQ, deviennent des militants, deviennent des députés, deviennent des ministres. Honnêtement, la mobilisation se faisait au-delà des revendications. Cette mobilisation, elle se faisait plus pour changer le monde, changer la société. Moi, je dirais qu'en quelque part, je n'ai pas changé. Celui que j'ai été sur la place publique du Québec depuis toute cette époque-là, il est né là. Il est né là. Et il vit encore.